vous pouvez dire à vos camarades que je suis en ligne. Bon, donc du coup on a une fonction du troisième degré. Je vous avais dit aussi vendredi que quand on avait un polynôme, on sait que quand on va dériver, parce que vous allez avoir besoin de dériver la fonction, donc de trouver la fonction dérivée, ensuite d'étudier le signe de cette fonction. Je vous ai dit que tout polynôme, lorsqu'on le dérive, si c'est un polynôme de degré n, alors la fonction dérivée doit être un polynôme de degré alors, ici, on a un polynôme du troisième degré. Si on dérive, on va avoir un polynôme du second degré. Donc, quand vous avez un polynôme de degré n, n étant un nombre entier, la fonction dérivée sera de degré n moins 1. Hein, tout simplement. Donc, si j'ai un degré 7, ma dérivée sera degré 6. Hein. Donc là, c'est pour juste vous dire, si vous trouvez encore un degré 3, c'est que vous êtes planté quelque part. Hein. Et du coup, on va avoir une fonction du second degré, une fonction dérivée du second degré, dont il faudra étudier le signe. Et là, vous comprendrez pourquoi on a appris au début de l'année à étudier les fonctions du second degré, et notamment le signe d'une fonction du second degré. Donc il faut vous remémorer ce qu'on a fait. Hein, c'est là que les chapitres vont s'entrecouper et qu'on va pouvoir, à travers ce chapitre-là, réactiver la mémoire sur les fonctions du second degré et encore pouvoir vous évaluer sur ce chapitre-là. Ça veut dire que ceux qui auraient pas réussi ce chapitre-là, vous avez encore la possibilité de montrer que vous avez progressé et que vous êtes capable de vous en sortir. Alors là, un polynôme du second degré pour le dériver, enfin du troisième degré pour le dériver, on n'a pas besoin de passer par on a reconnu la forme, etc. Il faut aller très vite. Donc je vais vous en montrer un exemple et puis vous essayerez de l'appliquer sur l'exercice. Donc vous m'en donnez un troisième degré au hasard. Je vais l'appeler g de x. Et donnez-moi un polynôme du troisième degré. Alexandre, peux-tu me donner un polynôme du troisième degré?
Bah si, je demande. Alors, oui, c'était pas la question était pas bien posée. C'est pas peux-tu, c'est donne-moi. Eh ouais. Je sais pas, t'as un exemple là, de polynôme du troisième degré, tu veux pas m'en donner un autre? Non mais ça blablate, ça blablate, ça blablate, et puis en fait, on n'a pas écouté depuis le début. Donc, alors, qui c'est qui peut m'en donner un? Oui. Ouais, non mais donne-moi un polynôme. Polynôme, ça veut dire plusieurs monômes. Hein, là, x au cube, c'est juste un monôme. Hein. C'est pas, enfin, c'est un polynôme du troisième degré, mais les particuliers, c'est qu'il n'y a pas de second degré. 6x au cube, moins 9x carré, plus 2. Voilà. Donc, quand je dérive, tout simplement, j'ai reconnu que j'avais un polynôme. Je m'embête pas. Si vraiment je veux montrer comment je fais, j'ai pas besoin de dire que c'est de la forme u plus v, d'autant plus qu'on n'a pas u plus v, mais on a u plus v plus w. Hein, c'est-à-dire qu'on a la somme de trois fonctions. On a une fonction cubique, on a une fonction carrée avec un coefficient devant, et mais il manque quelque chose. Hein. Je vais rajouter, voilà. Et on a une fonction affine. Donc on a trois fonctions qu'on doit dériver. Donc là, ce que vous faites directement, c'est que vous savez que vous allez devoir dériver ceci, ceci, ceci. Donc si vraiment vous voulez détailler, on va le faire dans un premier temps. Vous allez devoir dériver cette fonction. Ensuite, vous allez devoir dériver cette fonction. Et ensuite, vous allez devoir dériver la fonction infini. Or, je vous ai dit, et ça, il faut vraiment s'en imprégner, à chaque fois qu'il y a un nombre devant un x, ce nombre-là, vous le sortez, ce 6, vous le sortez, et en fait, vous n'allez dériver que la fonction qui dépend de x. Attention, si ici j'ai 2x plus 7, je sors pas le 2 comme ça. Hein. D'ailleurs, je le sortirai pas parce que la dérivée d'une fonction affine, vous connaissez. Donc ici, c'est pareil, j'ai un 9, ben, je fais moins 9 et je vais dériver x carré. Ensuite, ici, ben, je dérive directement 2x plus 7 parce que je sais que la dérivée d'une fonction affine, c'est le premier terme, c'est-à-dire le nombre qui est qu'on appelle, oui, m, et on l'appelle coefficient directeur. Donc la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. C'est-à-dire ici 2. Donc ici, la fonction cubique, elle se dérive comment? Oui. 3x au carré. Je vous rappelle, la puissance passe devant et perd un point. Donc la puissance est passée devant 3, et elle a perdu un point, 3 moins 1, 2. Ensuite, moins 9, la dérivée de... Alors évidemment, il y a un fois là. Hein. Fois 2x, parce qu'on connaît notre tableau par cœur. Et puis là, ça y est, hein, on l'avait déjà dérivé, donc... Voilà, mince, j'avais mis g de x. Bon là, j'ai pas rédigé correctement, hein, il me manque la répétition des g' de x, etc. Je vais le mettre à la fin, et puis les équivalences. Voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est long, vous nous aviez parlé de quelque chose qui serait plus rapide. Bon, alors, moi ce que j'autorise maintenant, c'est directement d'écrire g' de x. Là, j'ai un 6, donc j'applique ce que le professeur m'a dit, c'est-à-dire le 6, je m'en occupe pas, je l'écris, et je dérive x au cube. Je le pose pas.
Parce que on considère qu'un polynôme, c'est vraiment le plus simple à dériver. Donc du coup, vous allez directement écrire 3x au carré. Moins 9 fois 2x plus 2. Je vous autorise de passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Par contre, pour ceux qui auraient du mal, évidemment, vous pouvez passer par toutes ces étapes-là. D'accord? Pour les polynômes, hein. Après, pour le reste, je vous conseille quand même de détailler. Donc ça, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. Maintenant, il faut l'appliquer. Cet exemple-là, il faut l'appliquer à notre polynôme qu'on a ici. Alors évidemment, j'ai pas fini, mais là, 6 fois 3x carré, hein, ça fait 18x carré. C'est quand même la suite. Hein. 18x carré moins 18x plus 2. Hein, quand même. Alors bonjour à Manon, Méline, Théodore. Ils sont que 3 hein, en face. Hein. Ah oui, il y a le bac blanc peut-être, ils y sont aussi? Ou c'est la semaine prochaine pour eux? Enfin, à partir de jeudi, c'est ça? D'accord. Donc là, ils sont en pleine révision dans le français et les maths vont passer au travers. Alors ça, c'est la grosse difficulté hein, que vous avez, c'est de passer des bacs blancs et en même temps avoir cours. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se concentrer sur le bac blanc et vont délaisser les cours de maths, d'histoire géo, etc. Et là, c'est souvent à cette période-là qu'il y a la catastrophe en maths ou ailleurs. C'est-à-dire que il y en a qui c'est le bac blanc de français, c'est normal, hein, c'est normal, mais il faut réussir à faire les deux. Vous pouvez pas vous permettre de faire une semaine ou 2 semaines sans faire de mathématiques. Mais je peux reconnaître que pendant les vacances, vous n'avez pas fait beaucoup de mathématiques. Oui. Bonjour.
Donc elles sont nominatives. Donc ici vous avez vos vœux que vous avez cette année. Vous devez compléter cette petite case. Donc savoir quel vœu vous conservez, les options, le vœu que vous ne conservez pas, avec les qualités que vous ne conservez pas. Si jamais vous faites des maths, si jamais vous abandonnez les maths, on va vous demander si vous voulez faire maths complémentaires. Si jamais vous conservez les maths, on va vous demander si vous voulez faire maths expert. D'accord? Donc vous avez des petits 3 à mettre selon vos situations. Signature des parents, cette fichette à rapporter avant le 19 mars, soit au votre PT, soit au secrétariat de télé. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Vous allez juste le verser là. Bastien. Esteban. Bastien. Bastien Bois. Eva. Il y a quelqu'un qui part sur son papier français. Amélia. Liliane. Alexandre. Déborah. Camille. Céleste. Arthur. Aude. Et Elisa. Alors, vous avez votre fiche, on va en parler. Donc, si vous abandonnez les maths, mais que vous ne savez peut-être pas trop ce que vous allez faire après le bac, et que potentiellement il pourrait y avoir encore des maths, en maths complémentaires, je reviendrai presque à faire l'ancien bac ES, en fait, au niveau des mathématiques. Effectivement, quand vous prenez ces maths, pour ceux qui voudraient passer des concours dans l'école d'ingénieur ou médecine, etc., je conseille, mais après il y a peut-être des études comme ça, de faire réfléchir si vous ne voulez pas prendre du maths expert. En plus, à vous êtes en prépa pour l'école d'ingénieur, c'est sûr que le maths expert, on comptait tout de suite à la difficulté et vous préparer pour la personne. Ça va plus à l'école. C'est quoi comme école? Je dis si c'est une école, école de commerce ou école d'ingénieur, etc., vous allez bouffer les maths comme pas possible. Donc ça prend de la confiance. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais vous allez ramer et il faut être super photo non ramer. Il faut accepter en prépa de se prendre des choses. Quand vous allez en prépa, alors quand vous êtes dans l'école, il faut avoir son diplôme. Vous êtes directement intégré par rapport à votre dossier, c'est la question. Est-ce que pour intégrer une école directement, je dois prendre spécialité maths et me prendre des tôles et du coup avoir un mauvais dossier, ou je prends pas en maths expert pour avoir un meilleur dossier.
ça avec la stratégie. Mais la question c'est, quand tu vas être dans l'école, est-ce que tu vas faire des maths externes, c'est-à-dire tu vas faire des maths. Parce que je ne vais pas nous mentir, il faut aller à l'école, mais si vous vous sentez, c'est pas la peine, ou mal vivre dans l'école. Si vous êtes tout le temps en train de ramer, avoir des bons écoles, etc., c'est pas agréable. Je dis, il faut l'accepter tant que vous n'en faites pas, d'avoir des bonnes notes, parce que vous allez progresser de toute façon à l'année, c'est la économie. Et deux, c'est un concours. Vous pouvez réussir votre concours avec cette moyenne. C'est pas un problème, il faut être devant les autres. Voilà. Et comme il y a suffisamment d'écoles en France, si vous tenez vos classes prépa, vous médecine, enfin, en classe prépa pour les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, vous trouverez toujours une école de commerce ou une école d'ingénieurs qui vous acceptera parce que vous aurez réussi un des concours. Réussir un des concours, ça ne veut pas dire avoir un super note, super moyenne au concours. Ça veut dire que vous avez suffisamment de bonnes notes pour que vous pas de. Donc voilà, je pourrais avoir un projet précis pour effectivement la stratégie c'est d'avoir le meilleur dossier quand même, tout en sachant que si tu évites les mathématiques et après tu en as beaucoup, tu vas continuer. Mais ça peut être une stratégie, dire je suis pas très bon. Ça c'est dommage de dire je suis pas très bon en maths, mais je vais faire le mais c'est pourtant ça, je suis d'accord, mais à un moment donné, voilà, moi j'adore la montagne, mais j'irai pas faire les restes. Pourtant, je pense que j'aurai la capacité, mais je sais que je risque de mourir, tu vois. Donc, j'ai pas envie de mourir. Voilà, je peux aller dans les lacs de dire, pas besoin d'aller faire les restes. Enfin, moi, j'en ressens pas le besoin. D'accord, toi, tu peux ressentir le besoin d'aller dans le dire, j'essaye, de toute façon, j'essaye, tant pis, si je meurs, au moins j'aurai essayé. C'est-à-dire que toi, tu vas pas mourir, tu peux très bien lever l'école et décider de te rabattre sur autre chose. Alors maintenant, toujours faut être ambitieux dans la vie, hein. Il faut essayer de faire c'est sûr. Il faut surtout pas avoir de règles. C'est pas grave si tu n'as jamais envie de ta vie, si tu prends l'école, tu plantes, tu fais autre chose, c'est pas grave, tu vas faire une année, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir l'orientation qui permet d'avoir le métier et d'épanouir. Donc c'est ça qu'il faut voir. Si ton avenir c'est de plombier et d'épanouir dans la plomberie, pas de souci, il n'y a pas de survie. Non, c'est pas de survie. On est ingénieur, etc., mais on n'a pas le même outil non plus. Quand on est ingénieur, on dit après, c'est pas. Il faut surtout résister, à mon avis, il faut surtout résister à la pression familiale, sociale, tout en essayant de respecter ce qu'on est et ce qu'on a envie. D'accord ? Parce que ce qui est bien, c'est de faire ses maths. Ce qui est bien, c'est de faire l'école d'ingénieur ou de faire médecine. Tout le monde, entre guillemets, tous les parents seraient fiers d'avoir des enfants qui sont médecins, chirurgiens, ingénieurs, etc. Mais on peut être aussi très fiers que nos enfants, quand ils sont plombiers, couvreurs, etc. L'essentiel, vos parents, pour vous dire qu'ils sont toujours contents si vous êtes heureux dans la vie. D'accord ? Ça, c'est super important de comprendre ça. Ils seront peut-être déçus parce qu'ils avaient fondé un espoir que vous seriez médecin, que vous pourriez s'occuper d'eux quand ils seront vieux. Voilà. Mais dans tous les cas, il y aura toujours peut-être une déception, et encore, ils vous aiment fort, il n'y aura pas de souci, ils accepteront tous vos choix. L'essentiel, c'est de vous donner à fond dans ce que vous faites, que vous ayez au bout de ce que vous voulez faire. Et si vous avez un échec, c'est pas grave. Le problème, c'est que quand on n'a jamais subi d'échec, c'est difficile de vivre un échec. Et quand on a toujours eu des facilités, c'est difficile de faire une prépa et de ramer, de se prendre des tôles, sur tôles. Mais sachez que le but, c'est de résister.
Parce que si vous passez les 2 années, vous allez forcément faire un concours et vous allez forcément réussir une école d'ingénieur ou de commerce. Obligatoire. À moins que vous ayez demandé que des écoles top niveau et que vous n'aurez jamais trouvé. Donc là, on a sur nos derrière, on prend une école, on est sûr qu'au moins, ce jour-là, on va réussir. Et puis, si on a de la chance, on pourra aussi avoir réfléchi. Voilà. Donc, posez-vous la question s'il y a beaucoup de maths dans votre orientation. Et s'il y a beaucoup de maths, d'ailleurs, on appelle ça classe prépa, mais avant on appelait ça maths sup, maths p. Donc maths supérieur, maths spécial. Bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous faites une école, à mon avis, une classe prépa, les maths, je ne peux pas vous les maths. Pourtant, il y a de la physique. Donc, et il y a des sciences de l'ingénieur. Donc, il y a des sciences de l'ingénieur. Non, donc, la chose ne se pose pas. Si vous voulez faire une classe prépa, de toute façon, c'est physique et maths. Après, la spécialité que vous allez choisir, renseignez-vous. En prépa, vous avez des prépas qui sont orientés plutôt physique, et il y en a des prépas qui sont plutôt orientés maths. C'est-à-dire que vous pouvez faire une prépa où il y a pratiquement que des maths. Il y aura toujours de la physique, il y aura toujours de l'algorithmie. Je vous rappelle qu'en prépa, pour ceux qui voudraient faire une prépa, il y a des épreuves de 4 heures d'algorithmie. Donc vous avez une matière qui est informatique, et c'est une grosse matière. C'est pas une matière secondaire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour ceux qui voulaient faire une classe prépa, il faut bouffer l'algorithmie. Nous, ici, on n'en fait pas tant que ça. L'idéal, c'est que vous puissiez à la maison bien travailler sur le domaine. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça, l'aspect maths expert ou complémentaire. Complémentaire, ça peut être intéressant de prendre si vous savez que vous allez faire un peu de maths. Admettons que vous vouliez faire technique commercialisation, admettez l'hébreu, GEA, vous allez avoir des maths, c'est bon de prendre maths complémentaires. Sinon, déjà c'est difficile, les maths technico ou GEA, donc si vous n'avez pas pris les maths, je ne sais même pas si vous connaissez ça. Donc posez-vous la question aussi. Hein. Si vous n'avez pas fait de maths et puis dans l'école où vous voulez aller, il y a des maths, ça sera difficile d'être accepté. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est de savoir où on veut aller avant de faire ce choix. Sinon, on s'ouvre, peut-être qu'il y en a qui sont venus ici en prenant des maths, physique, etc., pour s'ouvrir le plus possible, comme avant on prenait S, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Et on n'était pas trop bon. C'est bon? N'hésitez pas dans les 2 heures là de me poser des questions s'il y a des questions qui vous viennent. On peut passer à la correction du premier exercice. En tout cas, au moins sur la dérivée. Alors, je recopie je vais agrandir après. Hein. Alors, f de x égale, donc, 2 tiers, pardon. Alors, la dérivée, on l'a fait directement, enfin en 2 étapes. On a un coefficient, on le garde, donc 2 tiers. Ensuite, la dérivée de x au cube.
3x au carré. Ouais, je sais pas, c'est pas besoin, il n'y a pas besoin de mettre le fois. Là, on a un nombre, donc moins 3 demi. Je m'en occupe pas. Par contre, je dérive x carré qui donne 2x. Ouais, très bien. Ensuite, j'ai une fonction affine qui doit dériver. Non, pas 2. Enfin, à moins que j'ai mis le 2 avant, mais en fait, la fonction affine, c'est moins 2x plus 1. Attention, hein, ici, c'est pas moins 2x plus 1. Voilà, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2. Ce qui est équivalent à écrire que la dérivée de x, alors 3 fois 2 tiers, ça donne 2. 2 fois 3 demi, ça donne moins 3. Et puis moins 2, c'est moins 2. Voilà, donc j'ai un polynôme du second degré dont je dois étudier le signe. Or, je connais l'étude du signe, donc je vous conseille, alors je relis quand même la question. Question 2. Alors, question 1, étudier son signe. En déduire le sens de variation et dresser son tableau de variation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. Étudier le signe, en fait, première chose, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Oui. De cette ligne-là, là, à cette ligne-là, bah, 3 fois 2 tiers, ça donne 2. Parce que 2 tiers, c'est le nombre qui multiplie par 3 donne 2. Normalement, c'est comme ça au collège qu'on l'aborde, le nombre fractionnaire. C'est pas toujours dit par les professeurs, parce que moi, à mon époque, on disait pas 2 tiers, c'est le nombre qui multiplie par 3 donne 2. On disait pas ça, on disait 2 tiers, c'est 2 unités qu'on divise par 3. Voilà. Ceci dit, ça aide quand on dit que 2 tiers, c'est le nombre qui multiplie par 3 donne 2, parce que effectivement, ici, 2 tiers fois 3, c'est aussi 2 fois 3 sur 3. Ça, c'est les propriétés que vous avez appris sur A sur B fois C est égal A fois C sur B, ou encore A fois C sur B. On jongle avec les nombres. Donc, à partir du moment où au collège, on a compris que ça peut s'écrire comme ça, et que ça, c'est 1, bah 1 fois 2, ça fait 2. À partir du moment où on l'a appris au collège, on comprend que le nombre de tiers, c'est bien le nombre qui multiplié par 3 donne 2. Une fois qu'on a admis ça, bah, quand on rencontre le cas, bah, on peut écrire directement la chose. Donc moi, c'est venu naturellement. Effectivement, pour vous, c'est peut-être un peu moins naturel. Si tu as 2 tiers de gâteau, tu multiplies tes 2 tiers par 3, bah, tu obtiens 2 gâteaux entiers. Ah, donc ça, c'est les petites choses qu'on fait en primaire, où on découpe des gâteaux entières, etc. Après, parce que la fraction, le nombre fractionnaire, on le découvre en CM2, enfin en CM1, CM2, et puis après on le voit d'une autre façon au collège. Voilà. Et donc du coup, en primaire, c'est plutôt des parts de gâteaux, etc. Après, au collège, c'est vu différemment. Et après, à la fin, bah, quand on parle de nombre, si on parle du nombre 2 tiers, c'est le nombre qui multiplie par 3 donne 2. Donc ça veut dire que j'ai 4 tiers, pas 4 tiers, je sais pas, 8 neuvièmes. Ben 8 neuvièmes, c'est le nombre qui multiplié par 9 donne 8. Voilà. Donc quand on a cette situation-là, ben on dit que ça fait 8. Voilà. C'est bon? De rien. Je suis là pour ça. Je laisse la propriété ici. Ça peut être intéressant de s'en souvenir. Alors, l'étude du signe. On va faire, première chose, pour étudier le signe, il faut connaître les racines. Donc, pour connaître les racines, on fait comment?
Oui. Ouais, on calcule le discriminant, donc delta. Donc, on rappelle la formule, d carré moins 4ac. En sachant que ici, j'ai b, que là, j'ai c, et que là, j'ai a. Donc, du coup, ensuite, j'applique. Vous me calculez ça. Et si delta est positif, donc là, je vais écrire les formules d carré moins 4ac. Ensuite, si delta est positif, donc c'est un rappel de cours, qu'est-ce que j'en déduis? Oui. Il y a deux racines réelles. Donc, ces racines, c'est x1 et x2. Comment on les calcule? Là, il n'y a plus de souvenirs? Oui. Oui. Donc, moins b plus racine de delta sur 2a, et l'autre, moins b moins racine de delta sur 2a. Ça, c'est dans le cas où delta est positif. Vous avez le cas où delta est négatif. Donc, du coup, il existe ou pas de racine. Racine ou pas racine? Comment? Pas racine. Il n'y a pas de racine réelle. L'année prochaine, vous verrez, il existe des racines complexes. Mais pour l'instant, dans R, il n'y a pas de racine. Et puis, il y a l'autre cas. J'ai plus de place, donc je vais le mettre en dessous. Delta égale à 0. On en déduit quoi? Oui. Il y a une racine, on dit que la racine est double. Parce qu'en fait, il existe deux racines, mais c'est la même racine. Mais c'est le mot important, c'est une racine. Tel que x0 est égal, si delta est égal à 0, donc du coup, la formule c'est, si delta est égal à 0, qu'est-ce que ici j'ai? Juste moins b sur 2a. Et là, si delta est égal à 0, moins b sur 2a. Donc on a bien deux racines qui donnent le même nombre. Donc on dit qu'il y a une racine double, mais en réalité, il y a deux nombres. Mais ici, on en calcule un puisque c'est le même. Donc moins b sur 2a. Donc vous calculez delta et en fonction du résultat, vous appliquez ceci. Ce qui vous permettra d'établir votre tableau de signes. Vous êtes sûr, lors d'un contrôle ou d'un devoir, d'avoir ce genre de choses, de travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut pas vous dire, ouais, c'est un cas particulier. Comme on est en première, je vais m'arranger un jour pour avoir. Vous ayez à dériver un polynôme du troisième degré, que vous tombiez sur un polynôme du second degré et que vous utilisiez à nouveau delta, etc.
Je regarde s'il y a des questions. Pas de questions. Bon, ah, oui, ok. Bon bah c'est bien Théodore. Donc là il faut calculer donc ton delta, étudier le signe de delta, ça c'est facile. Et puis en fonction du signe de delta, donc de calculer les racines et ensuite établir. Vous établissez votre tableau de signes. Hein. Manon, ça va, ok. Et Méline, est-ce que ça va Méline? Bah il y a une Méline Thiès. Qui c'est qui a dit qui c'est Méline? Non mais c'est vrai que vous êtes peu connu hein, en fait, hein, après la Toussaint, séparation. Voilà. Bah Méline, elle est partie boire un café. Ou elle est partie aux toilettes, hein, elle a le droit, hein, aussi. Ouais, c'est la nuit, hein. Alors, quand on fera d'autres exercices et calculs des racines, on utilisera la calculatrice pour directement donner les racines, parce que le but, c'est pas de faire du second degré, du second degré, du second degré. Évidemment, vous êtes supposé savoir le faire. Évidemment, comme ça fait longtemps que vous l'avez fait, vous l'avez oublié. D'où la nécessité, vous vous rendez compte que quand vous allez passer vos épreuves de baccalauréat, il faudra réviser régulièrement pendant les vacances et se faire des plannings de révision pour revoir les chapitres d'avant. Non mais vous, alors, ceux qui vont abandonner les maths, bah, vous aurez une épreuve au mois de mai. Non, c'est annulé ça. Mais ça veut dire que ce sont les notes, c'est les notes de l'année qui vont vous C'est marrant parce qu'il y en a contre le 25. Là, il y en a un qui sait. Je ne sais pas qui a bon, mais pas. On est en train d'attendre la question. Elle est là, n'oubliez
pas, vous avez une calculatrice qui vous donne les racines très rapidement. Hein. Vous allez dans le menu équoi, et dans l'équoi, vous pouvez trouver les racines très rapidement. Ça vous permet de vérifier vos résultats. Donc, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le droit d'avoir faux. Vous avez le droit de vous tromper, mais vous avez le droit de vérifier que vous êtes trompé et de vous donner quand même le bon résultat. Si vous ne voyez pas votre erreur, vous ne venez pas sur votre copie. Je ne vois pas mon erreur, mais à la calculatrice, je trouve ça et ça. Vous allez prendre ce qu'il y a à la calculatrice. N'oubliez pas ça. Ce que je dis toujours, on peut se tromper, mais comme on a les moyens de vérification, on n'a pas le droit d'avoir faux. On a le droit de ne pas voir son erreur, mais on n'a pas le droit, c'est comme écrire, on peut ne pas voir ses fautes d'orthographe, mais si vous avez quelqu'un qui vous corrige, ou un correcteur orthographique, vous n'avez pas le droit de faire de fautes. Or ça arrive parce que les correcteurs orthographiques sur les PC, c'est pas génial. Alors, on a dit que A c'était 2, B est moins 3 et C moins 2. Donc on n'oublie pas les parenthèses. B c'est moins 3, donc c'est moins 3 qu'on enlève au carré. Moins 4 fois A. A, on a dit que c'était 2. Et C, attention, c'est moins 2. Donc ici on a 9. Ici on a 4 fois 2, 8. Fois 2, 16. Mais attention, on a un moins et un moins. Donc un moins fois moins, ça fait plus. Donc on a 9 plus 16 qui nous donne 25. Or 25 est un nombre positif. Donc, conséquence, il y a deux racines réelles telles que x1 égale, donc je vais appliquer ce que votre camarade m'avait donné, donc c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Je vais aller très rapide, hein, c'est-à-dire que je vais pas tout écrire. Moins b c'est moins 3, ça fait 3, plus la racine carrée de 25 qui donne 5, et 2 fois 2, 4. Donc on a 8 divisé par 4, ça fait 2. Je suis pas dans le chapitre où je dois montrer que je sais faire delta, etc. Donc je vais le plus vite possible. Voilà. C'est comme si on vous demandait aujourd'hui de justifier que 3 fois 8 ça fait 24. Bon bah aujourd'hui vous faites 3 fois 8 ça fait 24 et vous n'avez pas besoin de vous poser la question pourquoi ça fait 24. Bon bah là c'est pareil. Donc du coup ici je recopie directement, j'ai 3, là à la place d'un plus j'ai un moins, le tout sur 4. Donc ça fait moins 2 sur 4, ça veut dire ça fait moins 1 demi ou encore moins 0,5. C'est bon, tout le monde a trouvé ça? Donc à partir de ce moment-là on peut établir notre tableau de signes. Donc là, je vais agrandir. X. Donc les racines, on a trouvé 2 et moins 1 demi. Hein, donc moins 1 demi, 2 et plus l'infini pour x.
une petite case supplémentaire pour justifier le signe du polynôme du second degré. Bon, là, je l'ai pas écrit, mais voilà. On sait que donc les racines, c'est que la dérivée s'annule pour moins 1/2 et 0. Donc, on met 1, 0, on met 1, 0. Ensuite, on s'occupe du signe du coefficient qui se trouve devant le x carré. Or, le signe, donc a est égal à 2, et 2 est un nombre positif. Donc, notre polynôme, il sera du signe de c'est quoi la règle pour mettre les signes? La seule règle, il n'y a qu'une règle, avec une exception. Un polynôme est toujours du signe de A, sauf quand il y a deux racines. Donc toujours du signe de A, j'aurais tendance à faire ça. Sauf que là, il y a deux racines, et que à l'intérieur des racines, c'est opposé à A. Donc ici, c'est pas un plus, mais c'est un moins. Ah. Oh. Voilà. Oh, mais j'ai pas écrit ça. Voilà, un moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couleur. C'est parce que A est égal à 2 et que 2 est positif que je peux mettre un plus là et un plus là. Donc là, j'ai répondu à la première question, qui était décomposée en deux choses. Une, trouver la dérivée, et ensuite étudier le signe de cette dérivée. Deuxième question, que je vais répondre à cheval entre la première réponse et la deuxième réponse. Et là, je vais me servir de mon tableau de signes, puisqu'on vous dit en déduire les variations de la fonction. Or, d'après le cours, on sait que si la dérivée est positive, alors la fonction est strictement croissante sur l'intervalle où cette fonction dérivée est positive. Donc, on a deux endroits où la fonction dérivée est positive. C'est entre moins l'infini et moins 1/2. Donc, ça veut dire que notre fonction, elle va être strictement croissante sur cet intervalle. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, notre fonction va être également strictement croissante. Par contre, ici, j'ai un signe moins. Donc, je vais le mettre d'une autre couleur. Je vais le mettre en vert. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire sur l'intervalle moins 1/2, 2. Comme la dérivée est négative, alors ma fonction est strictement décroissante. Donc, ça veut dire que quand on fait une étude de variation d'une fonction, on relie le tableau de signes au tableau de variation. Parce que étudier le signe d'une dérivée sans déboucher sur les variations, ça ne sert strictement à rien. Donc là, vous allez marquer variation de f. Maintenant, il va falloir compléter notre tableau de variation. Donc ici, en moins l'infini, il faudrait trouver soit ce qu'on appelle une limite, mais on n'en est pas là nous, en première. Donc une limite finie. Donc souvent, là, on se tombe sur des limites infinies. Donc si vous regardez l'allure de votre courbe, l'allure d'une courbe du troisième degré, bah, c'est celle-là. Ça a cette allure-là. Donc en moins l'infini, que vaut f de x? Quand x tend vers moins l'infini, donc par là, qu'est-ce qui va se passer pour la courbe? Elle va plonger, 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 plonger. Donc elle va aller vers des nombres très, très, très
sortie sur l'axe des Y. Donc ici, c'est moins l'infini. Par contre ici, à la fin, quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe pour la courbe? Elle va s'envoler, elle va s'envoler. Ça veut dire que tous les points de la courbe vont tendre vers des nombres qui sont très grands. Donc ça veut dire qu'ici, en plus l'infini, f de x tendra, donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini sera plus l'infini. Je vais vous le noter, vous n'avez pas à le noter. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite de f de x, faudra savoir l'écrire l'année prochaine, ça. On l'a déjà écrit, d'ailleurs, sur les suites. Hein. Quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Ça, on vous demande pas de faire des calculs de limite. Vous verrez ça l'année prochaine. Vous allez bouffer du calcul de limite. Il y a des techniques qu'il va falloir apprendre par cœur. Là, c'est juste une conjecture par rapport à l'allure de la courbe. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir afficher l'allure de la courbe sur votre calculatrice et en déduire les limites. Hein. Par contre, ici, ce nombre-là et ce nombre-là, vous devez les calculer si on prend le temps de faire ça. Sinon, on peut utiliser notre calculatrice. Donc là, on va pas les calculer, mais sinon, ici, ce nombre-là, c'est l'image de moins 1 demi, et ce nombre-là, j'ai pas beaucoup de place, c'est l'image de 2. Donc, calculer l'image de 2 ou l'image de moins 1 demi par la fonction f, vous savez faire, si on vous le demandait. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la calculatrice. Ça va vous permettre de revoir un petit peu l'utilisation de la calculatrice. Donc, vous sortez votre calculatrice pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore. Allô, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas mis la calculatrice. Ah si, on est branché. Pourquoi je la vois pas? Ah, j'ai un problème avec mon... En fait, c'est mon antivirus qui m'embête. Non. Donc, vous affichez l'allure de la courbe et vous me trouvez les nombres. Donc, les images de moins 1 demi et les images de 2. Pourquoi j'ai pas mon... Bon, c'est pas grave. Je vais le faire avec ma vieille calculatrice. Ça marche aussi. Menu. Graphique. Sauf qu'il faudrait que j'ai un truc sous les yeux parce que je vois rien. Alors, 2 tiers. J'ai pas l'écriture fractionnaire sur cette calculatrice là, donc je dois prendre des précautions. Non, j'ai pas besoin d'ailleurs. Je veux que vous me donniez l'image de moins 1 demi et l'image de 2 par la fonction f. Donc, de me les donner, pas de me les calculer. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé d'utiliser la calculatrice. Voilà, la courbe, hein, donc je vous avais dit déjà l'allure de cette courbe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en moins 1 demi, quelle est la valeur de y. Et là, en 2, quelle est la valeur de y aussi. Donc
Donc, quelle est l'image de moins 1,5 et quelle est l'image de 0? Donc, vous allez faire quoi? Il y a deux façons de faire. Dans tous les cas, il faut passer par une résolution graphique. Donc, dans la calculatrice, c'est où la résolution graphique? Bon, et vous avez intérêt de regarder parce que je vais pas. C'est gsolve et là max. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à lire le nombre qui est ici. Sauf que le problème de ce nombre-là, c'est que c'est un nombre approché. Mais là, je vous ai dit, c'est pas le but de l'exercice. Si je veux le nombre exact, je vais vous demander de le calculer à la main. Hein. Par contre, ici, j'ai que le nombre approché. Donc, c'est environ 1,54. Ensuite, donc ça, je vais le noter. Donc, ce nombre-là, c'est environ, et comme c'est environ, je le désigne comme étant environ. Et ce nombre-là, ben je fais gsolve. Et ici, je cherche le minimum de ma fonction, donc min. En fait, la calculatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher le point, pas le plus bas, parce que le point le plus bas, ça pourrait être celui-ci. En fait, elle regarde tout simplement où est-ce que la dérivée s'annule. Là où la dérivée s'annule, c'est qu'il existe un extrémum local. C'est là où il y a le changement de variation. Donc ici, j'ai moins 3,66. Donc moins 3,66, ça doit être du 10 tiers. Moins 10 tiers. Non, c'est pas moins 10 tiers, moins 10 tiers, ça serait moins 3,33, donc ça doit être moins 11 tiers. Vous n'avez pas du tout ça. Ah. C'est-à-dire que t'as pas cette allure de courbe. Attention, c'est pas la dérivée qu'on affiche, hein. Parce que là, mais on n'a pas la même échelle. C'est ça qu'on Ah oui, t'as 400. C'est ça que bah là, j'ai moins 3 pour je dois avoir 2. Voilà. Alors, désolé, hein, Kylian, mais j'ai pas d'émulateur. Je l'ai sur mon téléphone, l'émulateur, j'ai pas sur PC. Donc, t'hésites pas à me demander s'il y a besoin. Je la connais pas parfaitement, mais. Voilà. Donc, environ moins 3,7. Oui, j'arrive, je finis de noter. Alors, c'est environ, hein. Normalement, ça doit être, normalement, moins 11 tiers. 1,54.
Donc je vous rappelle, la plupart du temps, les exercices qu'on fait sont hors application économique, etc. La plupart du temps, en faisant un affichage standard, donc STD, donc V-niveau de STD, vous avez la courbe en entier. La plupart du temps. Sinon, après, c'est à vous de chercher quel est le pénétrage. Alors, rappel du cours de seconde sur l'histoire de l'image et de l'antécédent. Donc, premier cours de seconde. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Tu me poses une question, je vais y répondre. Voilà. Regarde ce que j'ai écrit. X, f de x. Ces nombres-là qui sont là, ce sont les images de ces nombres-là par la fonction f, à condition que j'en fasse la représentation graphique. Donc, si je cherche l'image de ce nombre-là, que j'appelle x1, mais l'image, je vais la trouver graphiquement en faisant des pointillés donc parallèles à ces axes-là, et ensuite je vais trouver un point dont je vais pouvoir trouver son ordonnée. D'accord? Donc je vais dans ce sens-là. Et là, je vais trouver l'image de quoi? Du nombre x1 qui est là. Maintenant, si j'ai une équation qui me permette d'afficher la courbe et que j'ai une équation du type, je vais aller simplement 2x, là c'est pas là c'est une fonction du troisième degré. Bon, ouais, c'est pas grave, je vais en mettre une au hasard. 3x au cube moins 7x au carré plus 2x moins 1. Si je veux calculer l'image de ce nombre-là, je remplace x par x1. Je calcule, je trouve son image. Voilà. Donc moi, j'ai à trouver pour la valeur moins 1,5, j'ai à trouver ce nombre-là. Donc je demande à la calculatrice de me trouver le maximum de ma fonction. D'accord? Il me donne, le curseur, il se met sur ce point-là, et il te donne l'abscisse et l'ordonnée. La même chose ici, j'ai besoin de connaître cette valeur-là pour la valeur 2. Donc cette valeur-là, c'est l'image de 2. Celle-ci, c'est l'image de moins 1 demi. Non, les racines, attention, ce sont les racines de la fonction dérivée. Et là, c'est la fonction. Oui, parce que lorsqu'il y a un extrémum local, il y a un changement de variation. Tu vois, là, ici, la fonction est strictement croissante, puis décroissante, puisque la courbe monte, puis descend. D'accord?
à cet endroit-là, on sait que la tangente, elle est horizontale, on les représente comme ça, les tangentes horizontales, hein, pour pas faire un grand trait. Donc, la tangente horizontale, ici, à cet endroit-là, la pente est nulle. Donc, le nombre dérivé est égal à 0. C'est ce qu'on a noté ici. C'est que là où il y a un extrémum local, j'étais trop loin. Voilà, ici ma fonction est strictement croissante, puis décroissante. Or, à cet endroit-là, la dérivée est égale à 0. Parce que la tangente en moins 1/2 a une pente nulle. Et ça, c'est toujours vrai. Il existe un extrémum. Vous écoutez parce que c'est votre cours, ça, que je vous ai donné. Il existe un extrémum local lorsque, la dérivée s'annule. Mais c'est pas suffisant. Il faut non seulement que la dérivée s'annule, mais qu'elle change de signe de part et d'autre de la racine. Si ici j'avais un plus, j'aurais la dérivée s'annule, mais comme j'ai un plus ici et un plus ici, je n'ai pas d'extrémum local. Donc je n'aurai pas de variation donc là ici croissante puis décroissante. Dans quel cas on a une dérivée qui s'annule mais qui ne change pas de signe? Lorsqu'on a une fonction cubique, la fonction cubique, alors donc je vais loin, mais ça fait partie de vos connaissances, enfin, de ce que vous devez comprendre. Dans quel cas on a une dérivée qui s'annule, donc où la tangente est horizontale, et qu'il n'y a pas de changement de signe. S'il n'y a pas de changement de signe, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de variation. Or, la fonction cubique est une des représentations graphiques qui permet de comprendre ça, puisque donc la fonction cubique, si vous la dessinez à l'aide de la calculatrice, et vous devez connaître sa représentation là, elle se représente comme ça. Là, ça va pas le faire parce que vous n'allez pas voir la tangente horizontale, il faut vraiment que je la fasse correctement. Là, on a une fonction qui est strictement croissante. D'accord, la courbe monte tout le temps, donc la fonction est strictement croissante. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe en 0? Mais si je dessine la tangente, cette tangente, elle est horizontale. Et vous avez vu que, en fait, une tangente, on a dit qu'une tangente, ça touchait la courbe sans la couper. En fait, en réalité, on avait dit que les tangentes, en fait, étaient des séquences. Donc voilà, on voit bien qu'elle coupe. Mais il y a une tangente horizontale. Donc si je fais le tableau de signes, je sais, puisque ma fonction, alors, on peut raisonner à l'envers. D'ailleurs, c'est ce que font certains élèves qui savent pas étudier le signe de la dérivée. Ils regardent l'allure de la courbe. Qu'est-ce qu'ils font? Donc ça, je vous montre comment tricher. Mais vous avez le droit. L'essentiel, c'est de réussir un devoir. On est d'accord. Bon. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à étudier le signe, parce que l'étude du signe, il y aurait des calculs à faire. Mais c'est dommage de se priver de points alors qu'on a une astuce pour tricher. Mais qui est autorisée puisque c'est le prof qui nous donne. Parce que, pourquoi je vous donne cette astuce-là? Parce que ça veut dire que vous aurez compris ce qui se passe. C'est qu'il y a vraiment un lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Ce qui fait que ici, je peux tricher et me dire, je vais faire mon tableau de variation. Donc mon tableau de variation, donc variation de f, je sais que elle est strictement croissante. Par contre, je sais que ici, elle passe par 0. C'est pas gênant. Mais je sais qu'à cet endroit-là, il y a une tangente horizontale. D'accord? Ça veut dire qu'à cet endroit-là, je sais, alors, comme ma fonction est strictement croissante, ma dérivée, elle est forcément positive, donc signe de f' de x. Donc vous voyez, j'ai pas étudié le signe. J'ai pas été dérivé x cube, puis étudier le signe de 3x au carré.
3x au carré, ben, un carré c'est toujours positif, 3 étant positif, donc du coup la dérivée est toujours positive. J'aurais pu le faire très très rapidement. Mais en fait, j'ai regardé la courbe, la fonction est strictement croissante, donc ça veut dire que ma dérivée elle est forcément positive, et elle est positive, mais elle s'annule. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, c'est-à-dire là en 0, ben en fait, ma dérivée, ma dérivée, elle est égale à 0. Mais ma dérivée est toujours positive, sauf à cet endroit-là où elle est égale à 0, et 0 n'a pas de signe. Donc là, on a bien une dérivée qui s'annule. Ça veut dire qu'on a une tangente horizontale. Mais comme la dérivée ne change pas de signe de part et d'autre de cette racine, hein, là ici, je vous rappelle, j'ai x. Voilà, x. Voilà. Donc, la dérivée s'annule mais ne change pas de signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'extrémum local. Donc, pour qu'il y ait un extrémum local, il faut que la dérivée s'annule et change de signe de part et d'autre de la racine. Ce qui est le cas pour l'étude qu'on vient d'avoir. D'accord ? Donc, la question que tu me posais, mais comment on sait qu'il y a un extrémum local? Ben, tout simplement parce que je regarde ici, j'ai bien une fonction qui est strictement croissante, puis décroissante. C'est comme si tu étais à la montagne, tu montais au col de la montagne, et tu redescendais de l'autre côté du col. Bah, tu sauras que tu as bien monté, que tu es arrivé au sommet, parce qu'à un moment donné, tu montes plus, tu redescends. Bah là, je le sais. Par contre, tu sauras que tu es dans la vallée de Biton, si tu habites Saint-Michel, et que tu remontes sur le plateau du côté de Nonancourt. Donc tu vas descendre dans Évreux, puis après tu vas remonter à la Madeleine, par exemple. Hein, Saint-Michel, la Madeleine, bah, tu sais que à un moment donné, quand tu vas remonter, ça veut dire que avant de remonter, tu étais dans la vallée. Et donc là, on a un extrémum local qui est un minimum. C'est-à-dire, au niveau de l'altitude, tu atteindras un minimum. Mais attention, ce qu'on appelle un extrémum local, c'est bien lorsqu'il y a un changement de variation. Quand j'ai une courbe comme ceci, le minimum, c'est pas ça. Le maximum, c'est pas ça. On dit que le maximum, il est atteint au point le plus haut. Et le minimum est atteint au point le plus bas. Mais on ne considère pas ce point le plus bas et ce point le plus haut. C'est-à-dire, quand on parle d'extrémum local, on cherche l'endroit où il y a le changement de variation. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice-là, c'est que, pour étudier les variations d'une fonction, il faut trouver la dérivée. Ensuite, une fois qu'on a la dérivée, étudier le signe de cette dérivée. Ensuite, on a remarqué, et ça confirme le cours, la partie du cours, qui dit qu'il y a un extrémum local lorsque la dérivée s'annule et change de signe, de part et d'autre de la racine. Ici, c'est pareil, j'ai ma dérivée qui s'annule et change de signe de part et d'autre de la racine. Donc, j'ai un extrémum local. Grosso modo, si on avait une courbe de température, on vous demande quand est-ce qu'on a le maximum de température sur un intervalle donné et le minimum de température. Sauf qu'on ne prendra pas des températures infinies, parce que ça ne nous intéresse pas, et qu'on ne travaille pas à plus l'infini et moins l'infini. Ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être savoir dans 100 ans quelle sera la température sur Terre, parce que ça serait peut-être bien de la faire diminuer, ou si on la fait pas diminuer, ben on disparaîtra tous. Ou il faudra mettre en place des systèmes qui nous permettent de survivre. Donc c'est intéressant d'étudier les variations en fonction de statistiques, etc., et de modèles mathématiques qui nous permettent de faire des prospections sur l'avenir. Parce que étudier ce qu'on sait déjà, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer plus tard. D'un point de vue économique ou etc., là, on a fait l'étude avec les BTS hier du nombre d'abonnés. Donc, on a trouvé un modèle mathématique, donc une équation, qui nous permettent de savoir le nombre d'abonnés en 2009, alors qu'on connaissait le nombre d'abonnés que de 2000 à 2005. Et on a pu estimer le nombre d'abonnés en 2009 grâce à un modèle mathématique, c'est-à-dire une équation qu'on a trouvée, qu'on a définie, etc. Donc, à chaque fois qu'on vous donne une fonction, pensez que cette fonction-là, moi, prof de maths, je vous la donne, mais le physicien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des relevés, et ensuite, il va demander à un logiciel de lui donner l'équation
de la courbe qui pourrait passer par tous les points. D'accord? Donc nous on a le moyen de le faire, mais c'est pas au chapitre, donc je ne peux pas le faire. Mais ce qu'on appelle des régressions linéaires ou du second degré ou du troisième degré, etc. On demande à un logiciel de nous donner l'équation de la courbe qui passe au milieu du nuage de points. À partir du moment où on a une équation, c'est là que le prof de maths, les mathématiques interviennent. Après c'est que du calcul, c'est pas intéressant. D'autant plus maintenant il y a des ordinateurs qui vous donnent des résultats. Ce qui est intéressant, c'est l'expérimentation, chercher, trouver, après les calculs. Voilà. Pour vous, c'est compliqué, mais après ça deviendra ça. Alors, pour tout le monde, aujourd'hui, vous avez l'impression de faire des mathématiques. D'accord? D'accord, vous êtes en cours de maths. Il y a certains profs, et ça a été confirmé par des gens que je connais qui ont fait maths qui leur disaient là en fait vous croyez faire des mathématiques mais ça c'est pas des mathématiques. En fait vous avez des formules, vous les appliquez. C'est pas des mathématiques, c'est que du par cœur. Donc de temps en temps vous avez des démonstrations. Heureusement en terminale on vous demandera de savoir faire des démonstrations par cœur parce que ça fait partie de votre bagage technique quand vous allez arriver dans les études supérieures. Il y a des démonstrations qui sont typiques et qu'il faut connaître, d'accord? Donc c'est une approche de ce qui va se passer en maths sup et maths p. Et les élèves qui ont été en maths sup, maths p ou école prépa ont confirmé. Mon prof avait raison. Avant en terminale, on faisait pas de mathématiques. Donc ça veut dire que alors c'est réducteur de dire en fait c'est pas des maths que vous faites, c'est juste de l'application. Mais en réalité là c'est de l'application. C'est parce que vous vous souvenez plus des formules, etc. Et puis que c'est nouveau et donc voilà. Mais sachez que en maths p vous ferez réellement des mathématiques, c'est-à-dire que les nombres ça sera accessoire. Oui. Oui, vas-y. N'hésitez pas à y aller. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Ça se trouve, j'ai devancé certaines questions. Hein. C'est possible. Parce que je m'emballe, mais... En déduire les... voilà. J'ai anticipé. En déduire les extrémums de la fonction et préciser en quelle valeur ils sont atteints. En fait, vous voyez bien que ces trois questions sont une seule et même question. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il faut systématiquement à chaque fois, à mon époque, quand on passait le bac, on vous donnait une fonction, on dit étudier les variations de la fonction. C'était pas trouver la dérivée, ensuite étudier le signe de la dérivée, en déduire les variations de la fonction, c'est démerdez-vous. Parce qu'il fallait connaître la méthode. C'est toujours la même. Donc une fois qu'on a compris qu'il faut dériver, il faut étudier le signe de la dérivée, il faut en déduire les variations de la fonction et en déduire les extrémums, c'est toujours la même chose. Hein. Vous allez voir, c'est pas... Alors préciser en quel intervalle, en déduire les extrémums. Donc on en a déduit, mais on a utilisé la calculatrice. S'il fallait faire un calcul, on pourrait le faire. Ça va pour le calcul? Vous sauriez le faire ou pas? Non. Bon, on va en faire un. Pourtant, vous n'avez pas arrêté d'en faire en seconde. Hein. Donc remplacer un x par un nombre, c'est quand même pas compliqué normalement. Oui, mais c'est ça. Hein, f2. Alors on va prendre f de 2, c'est le plus simple. Hein. Donc là j'avais, vous savez, j'ai repaumé la fonction. Donc j'ai 2 tiers fois 2 au cube, moins 3 demi fois 2 au carré, moins 2 fois 2, plus 1. Donc ici on a 8, 16, donc on a 16 tiers. Là on a 4. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est ça. Donc on a 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on a
Moins 6, pardon. Alors, ça, on a 4. 4 fois 3, 12. Divisé par 2, ça fait 6. Ensuite, on a moins 4 plus 1. Donc 16 tiers, je laisse 16 tiers. Ensuite, j'ai moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Plus 1, ça fait moins 9. Et moins 9, c'est moins 27 tiers. Donc 27 moins 16, ça fait 11. Et c'est ce que je vous avais dit, ça fait moins 11 tiers. Donc, tout à l'heure, je vous l'avais dit que ça faisait moins 11 tiers. Donc là, quand vous avez fait le calcul, du coup, dans le tableau de variation, vous ne mettez pas la valeur approchée. Vous mettez la valeur exacte. Donc ça, c'est le minimum. Donc ça, c'est pour la question 3. Oui. Parce que pour parce que j'ai répondu à la question 2. La question 2, lis la question 2. Oui, mais non, c'est la question 1, pardon. Voilà. Donc, j'obéis. Mais, pourquoi on étudie le signe de la dérivée? Parce qu'il y a une relation entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction f. Donc, ne pas confondre le signe de f ou le signe de f', il faut pas confondre fonction dérivée. La fonction dérivée, pour vous, ça sert à en déduire les variations de la fonction en étudiant le signe. Donc on dérive pour étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt les variations de la fonction pour l'instant. Mais sachez, je vous l'ai dit, une dérivée, ça permet de connaître la vitesse d'évolution du phénomène. Ça veut dire qu'ici, je sais que la vitesse va être positive. Ici, la vitesse va être négative, c'est-à-dire qu'on va freiner en fait. Hein, et ici, la vitesse va être positive. Donc c'est pas vraiment un bon exemple parce que en termes de vitesse, on n'aurait pas ça, on n'a pas des vitesses négatives, c'est-à-dire qu'on recule. Donc la courbe, il faudrait la limiter dans les nombres positifs. Bon, c'est pas. Est-ce que j'ai levé toutes les questions? Je vais regarder si vos camarades ont des questions. Donc finalement, Méline, elle est constipée. Hein. Elle est restée bloquée. Elle a peut-être fait un malaise. Il faudrait l'appeler. Appeler les pompiers. Voilà. Bah, c'est pour ça que normalement les toilettes s'ouvrent vers l'extérieur. Parce qu'il y a des maisons, où la porte de toilette rentre dans les toilettes. Et si vous faites un malaise vagal au moment de la poussée, ça arrive. Parce que vous avez une augmentation de la tension, une baisse de tension. Vous faites un malaise, et quand vous voulez ouvrir la porte, bah la personne qui est allongée dans les toilettes, elle bloque la porte. Donc vous ne pouvez pas la sauver. Donc c'est pour ça qu'il y a des voilà. On va essayer. Voilà. Donc faut espérer que Méline n'a pas fait de malaise au moment d'aller aux toilettes. Vous prendrez des nouvelles. Hein. Voilà. Là, c'est la petite blague du jour. On passe à l'exercice suivant. Bon, je prends vraiment le temps. Encore une fois, je prends du temps plutôt que de multiplier les exercices sans comprendre ce qu'on fait. Donc le but, c'est que vous sortiez d'ici et comprendre quand même la méthodologie, l'histoire du signe qui donne les variations, la dérivée qui s'annule, échange de signes, ça permet de savoir qu'on a des extrêmes locaux, etc., etc. Donc là, donc j'ai répondu à toutes les questions. Il suffirait de calculer f de moins 1,5 pour avoir le nombre exact. Je vous laisse le faire.
Ça, c'est un travail que vous pouvez faire à la maison. Donc on passe à l'exercice 2 parce qu'il faut qu'on avance quand même un petit peu. Voilà, le fameux là on part de la courbe. Donc on a une courbe représentative de la fonction dérivée d'une fonction. Attention, hein. Ça c'est pas la fonction. C'est la courbe, là vous le voyez pas bien, mais c'est CF'. Donc je vais les réécrire ici, parce que vous ne voyez pas forcément bien. C'est la courbe de f'. Donc de la dérivée de la fonction. Et on vous demande de déterminer les valeurs pour lesquelles la fonction f admet des extrémums. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand est-ce qu'il y a un extrémum? Lorsque ouais. Voilà. Donc là, il faut trouver le moment par la courbe où la dérivée s'annule. Donc, où est-ce qu'elle s'annule? Donc, dire que la dérivée s'annule, c'est que f', donc ici, hein, tac, y, c'est f' de x. Donc, elle s'annule lorsque f' de x est égal à 0. Or, f' de x égale à 0, c'est c'est ici. Hein. C'est tout simplement l'endroit où la courbe va couper l'axe des abscisses. Là, vous êtes sûr que ce point-là, pour moins 1, moins 2, moins 3, ici, il y a forcément une dérivée qui s'annule. Donc, on peut dire que pour x égale moins 3, f' de x est égal à 0. Notamment ici, f' de moins 3. Question, est-ce qu'il y a changement de signe de la dérivée de part et d'autre de moins 3? Ici, on a une courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire sur moins l'infini, moins 3, la dérivée, elle est positive ou négative? La courbe étant en dessous de l'axe des abscisses, elle est positive. Tous les points ici de la courbe vont avoir des ordonnées qui vont être négatifs. Donc, f' de x sera négatif. De l'autre côté du signe, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 3, et on va pas aller jusqu'à 0, hein, parce que non, il ne faut pas aller jusqu'à 1, bon, on va dire de moins 3 jusqu'à 1. Donc, c'est cette partie-là. Bon, d'ailleurs, je vais faire ça. Ensuite, je vais utiliser l'univers. De cette partie-là, qu'est-ce que je peux dire? Cette partie-là de la courbe est en dessous de l'axe d'abscisse, ça veut dire que tous les points de la courbe vont avoir des ordonnées qui vont être négatives. Donc ici, on peut dire que f' de x va être aussi négatif. Donc on a une dérivée qui s'annule en moins 3, mais de part et d'autre de moins 3 ne change pas de signe. Ça veut dire que, donc, il n'y a pas d'extrémum local en moins 3. Pourtant, la dérivée s'annule, mais elle n'a pas changé de signe. Par contre, il y a un endroit où elle s'annule à nouveau,
c'est lorsque la courbe repasse sur l'axe des abscisses. Donc ici, à cet endroit-là, j'ai bien une dérivée qui s'annule, donc c'est en 1. Donc je remarque que en 1, f' de x est égal à 0, donc ma dérivée s'annule aussi en 1. Question, sur l'intervalle, donc ça doit être moins 3, 1, on sait que f' de x est négatif. Alors, pourquoi je l'écris en noir, c'est idiot, parce que c'est en vert, hein, tout ça, cette partie de la courbe. Sur l'intervalle, donc moins 3, 1, f' de x est négatif, on l'avait déjà vu. Hop, hop, hop. On voit bien qu'ici, cette partie de la courbe qui représente la fonction dérivée se trouve en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que tous les points de la courbe ont des ordonnées négatives. Par contre, au-delà, jusqu'à l'infini, vous avez une dérivée qui est positive, puisqu'ici, tous les points de la courbe de ma dérivée ont des ordonnées qui sont positives. Donc ça veut dire qu'ici, je peux dire que sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, et au-delà, on a f' de x qui est positif. Donc c'est grâce à toutes ces remarques, j'ai bien une dérivée qui s'annule en 1, une dérivée qui change de signe de part et d'autre de ma racine qui est ici, hein. Donc j'ai un extrémum local. Donc on a mis 2 heures pour faire 2 exercices, mais il faut que ça soit vraiment des exercices de référence qui vous permettent de comprendre la partie courbe. Donc vendredi, vous suivrez là on essaiera de faire des exercices complémentaires, hein, pour qu'il y ait une routine qui s'installe, que vous puissiez donc dérouler les routines et que vous n'ayez pas fait qu'un seul exercice. À moins qu'il y ait une autre partie de... Voilà, on fera des exercices. Au moins 1 heure d'exercice. Pardon ? Les DM ? Bah oui. Votre camarade, il a envie, je crois. Non. Ouais, si vous voulez avoir une bonne note, vous montez les moyennes. Vous direz à Bastien qui veut. Bastien, vous le remettre son devoir. Il y a Bastien qui n'est pas revenu, et Stéphane qui est parti. Donc vous leur direz qu'il faut absolument que j'ai ça dans mon casier. Alors dans mon casier, pour aller dans mon casier, c'est M. Barguet à la note. Donnez le devoir à l'important de M. Pédou au papier, et lui, voilà, il va me mettre dans mon casier. Vous n'allez pas traîner là-haut, parce que vous essayez de me faire appeler Arthur. Par contre,
Je fais confiance à qui pour donner à Bastien? Il n'y a personne de sa classe? Ah, bon. Ah bah de toute façon, je vais peut-être le voir, parce que je ne sais pas si c'est dans le bâtiment 4. Ah, c'est ça, le bâtiment 4. Je vais peut-être le voir. Au revoir. Chier, bordel. Chien. Allez. Donc maintenant, il n'y a pas d'évaluation vendredi.